Imaginez une petite sphère métallique de la taille d'une balle de tennis. Une sphère qui semblait inoffensive, rangée dans une boîte en métal à l'intérieur d'un laboratoire. Mais cette sphère avait en elle la capacité de libérer assez d'énergie pour détruire une ville entière. C'était le noyau de plutonium d'une bombe atomique, un noyau qui est devenu connu sous le nom de Demon Core, ou le noyau du démon. Il a été construit en 1945, juste après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il était censé être utilisé comme une troisième bombe atomique sur le Japon, mais le Japon s'est rendu avant. Et le noyau est donc resté à Los Alamos, utilisé dans des expériences de criticité, des tests pour comprendre à quel point on peut s'approcher d'une masse critique sans provoquer une explosion nucléaire. Ces expériences, réalisées manuellement, avec des blocs de métal et même un tournevis, ont fini par provoquer deux tragédies. Deux jeunes scientifiques brillants sont morts après avoir été exposés à des doses mortelles de radiation. Le Demon Core n'a jamais explosé au combat, mais il a tué. Voici l'histoire du cœur du démon, la sphère mortelle du projet Manhattan. L'histoire que nous allons apprendre aujourd'hui est une suite directe de celle que j'ai racontée ici dans mon livre « L'atome comme arme ». Et si vous souhaitez acquérir ce livre, ici, avec ma dédicace et mon autographe pour vous. Attendez la fin de la vidéo, je vous explique tout. Passons à notre histoire. En 1939, les scientifiques allemands avaient réussi à fissionner l'atome d'uranium. La nouvelle s'est répandue dans le monde scientifique comme un éclair. Il était désormais possible de libérer d'énormes quantités d'énergie en divisant des noyaux atomiques. Si quelqu'un parvenait à contrôler cette réaction en chaîne, il pourrait créer à la fois une nouvelle forme d'énergie, mais aussi une arme d'une puissance dévastatrice. Aux États-Unis, des physiciens réfugiés d'Europe, Albert Einstein et Léo Szilard, ont alerté le gouvernement américain que l'Allemagne pourrait être en train de développer une bombe atomique. Et alors, le président Franklin Roosevelt a autorisé les principes, les premières étapes de ce qui allait devenir le projet Manhattan. Un effort gigantesque pour construire cette arme avant que les nazis ne l'obtiennent. Le projet Manhattan a impliqué plus de 120 000 personnes dans des dizaines d'installations secrètes. À Oak Ridge, dans le Tennessee, une ville entière a été construite pour enrichir l'uranium. À Hanford, dans l'État de Washington, des réacteurs nucléaires produisaient du plutonium. Et à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, se trouvait le laboratoire central où les meilleurs scientifiques du monde, sous la direction de Robert Oppenheimer, concevaient et assemblaient les bombes. Il y avait deux axes de recherche parallèles. La première était une bombe à uranium-235 plus simple, appelée gun type, ou type balistique. C'était la bombe Little Boy qui a été larguée sur Hiroshima. Un deuxième type était la bombe au plutonium-239 beaucoup plus complexe, basée sur le modèle d'hiver. C'était la bombe Fat Man, larguée sur Nagasaki. Mais Los Alamos n'a pas seulement fabriqué deux bombes. Le site devait fonctionner comme une ligne de production continue. Une troisième arme était déjà en cours de fabrication, au cas où le Japon ne se rendrait pas. C'est alors qu'est né le noyau, qui serait plus tard surnommé le cœur du démon. Le cœur du démon a été produit à Los Alamos, à l'été 1945. C'était une sphère métallique de 6 kg 200 g de plutonium-gallium, d'environ 9 cm de diamètre. Le plutonium pur est assez instable sous diverses formes, mais le mélanger avec du gallium le stabilisait dans sa soi-disant phase delta, ce qui le rendait plus facile à façonner. La sphère était formée de deux moitiés semi-circulaires ou hémisphères assemblées avec un anneau intermédiaire, appelé anneau anti-jet. Cet anneau aidait à réduire la fuite des neutrons par les jonctions des deux hémisphères. L'ensemble était recouvert d'une couche de nickel pour le protéger de la corrosion. Les hémisphères moulés de plutonium étaient hautement radioactifs, mais ils n'étaient pas critiques dans des conditions normales. Cela signifie que, prise isolément, elle n'était pas capable de déclencher une réaction en chaîne soutenue. Pour atteindre cette criticité, trois conditions principales pouvaient être induites. La première était la compression du noyau.
On pouvait utiliser des explosifs répartis de façon symétrique autour du noyau pour augmenter sa densité et son efficacité dans la capture des neutrons grâce à une implosion. Cette méthode était celle utilisée dans les bombes de type Fat Man. La deuxième méthode consiste simplement à ajouter plus de masse. En combinant plus de matériaux fissiles à l'expérience déjà existante, on pouvait alors la rendre critique. La troisième méthode consisterait à utiliser des réflecteurs de neutrons. Ces matériaux, comme le beryllium ou le tungstène, réfléchissaient dans les neutrons qui s'échappaient un temps vers le cœur, augmentant ainsi le taux de fission. Le plan initial prévoyait d'utiliser le troisième noyau, appelé Rufus, comme troisième bombe atomique de type Fat Man. La cible de cette bombe était encore débattue, mais ce serait probablement Kokura, la ville épargnée au second bombardement. Cependant, la reddition japonaise du 15 août 1945, peu après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, a rendu son utilisation inutile. Le noyau a alors été stocké à Los Alamos, et les scientifiques ont décidé de l'utiliser pour réaliser des expériences de criticité. Voici un compteur Geiger que nous emporterons aux États-Unis pour notre mission Atome le mois prochain. Ce petit appareil mesure la dose de radiation ambiante ou celle d'un matériau proche de vous pour que vous puissiez voir à quel point ce matériau est imprégné de radiation. La dose de radiation qu'un être humain peut recevoir en toute sécurité pendant 1 an est d'environ 1 millisievert. Nous allons voir comment 2 scientifiques du projet Manhattan ont reçu des doses bien plus élevées en manipulant le noyau du démon. Quand nous parlons de masse critique, nous voulons faire référence à la quantité minimale de matière fissile nécessaire pour soutenir une réaction nucléaire en chaîne. Pour le plutonium 239, cela dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la forme de la masse, sa pureté, la présence d'impuretés et surtout les réflecteurs de neutrons qui peuvent être utilisés. Lorsqu'un neutron frappe un noyau de plutonium, il peut provoquer une fission, libérant de l'énergie ainsi que d'autres neutrons. Si beaucoup de ces neutrons s'échappent, la réaction va simplement s'arrêter. Mais si vous utilisez des réflecteurs autour, ces réflecteurs vont renvoyer les neutrons à l'intérieur, augmentant les chances de nouvelles fissions. Ainsi, la masse critique effective peut être bien plus faible. Les expériences de criticité à Los Alamos avaient précisément pour but de mesurer cet effet. On plaçait un noyau de plutonium sur une table, puis on rapprochait des blocs de tungstène ou des hémisphères de beryllium, enfermant presque le matériau autour de la sphère. Des mesures étaient alors effectuées à l'aide de détecteurs pour savoir quand le noyau serait sur le point d'atteindre la criticité. C'était une science de pointe, mais aussi une pratique extrêmement dangereuse. À cette époque, les scientifiques manipulaient tous les blocs manuellement, souvent sans aucune protection, ne comptant que sur leur propre vigilance. Et cette audace ne tarda pas à leur coûter cher. Le premier accident mortel a eu lieu le 21 août 1945, seulement quelques jours après la reddition du Japon. Le protagoniste était le physicien Harry Daghlian, âgé de seulement 24 ans, qui travaillait à Los Alamos depuis l'année précédente. Cette nuit-là, il était seul dans un laboratoire, réalisant une expérience avec le Demon Core. L'objectif était d'entourer la sphère avec des blocs de carbure de tungstène, un réflecteur très efficace, et de mesurer comment le taux de neutrons changeait à mesure qu'il ajoutait les blocs. Ce travail était très délicat et chaque bloc rapprochait le noyau des conditions critiques. Daghlian mesurait soigneusement les comptages, avec les détecteurs qu'il avait sur la table. Mais dans un moment d'inattention, en essayant de placer un bloc de plus, la pièce a glissé de sa main et est tombée directement sur l'arrangement. Ce simple mouvement a fermé la configuration et a fait que le noyau devienne supercritique pendant un instant. Un éclair bleu très intense a illuminé toute la pièce, résultat de l'ionisation de l'air par le rayonnement intense. Daghlian a immédiatement compris son erreur et a essayé de retirer le bloc avec sa main. Il a même réussi à interrompre la réaction, mais il avait déjà reçu une dose massive de rayonnement. On estime que Daghlian a reçu entre 200 et 300 rads de neutrons et environ 100 rads de rayonnement gamma. C'est l'équivalent de ce qu'un être humain devrait absorber en toute sécurité en 3000 ans. Daghlian a eu des nausées presque aussitôt et a été hospitalisé, mais les dégâts étaient déjà irréversibles. Au cours des jours suivants,
De nombreuses brûlures graves sont apparues sur son corps. Il a souffert de perte de cheveux, de vomissements et aussi d'une détérioration de son système immunitaire. Ses globules blancs ont tout simplement disparu et son corps a perdu la capacité de lutter contre les infections. Pendant 25 jours, il a résisté dans une souffrance extrême, décédant le 15 septembre 1945 à l'âge de 24 ans. Harry Dalian est devenu la première victime du noyau du démon. Un policier militaire présent avec lui, Robert Dalian, a aussi reçu une forte dose de radiation. Il est tombé malade, mais il n'est pas mort immédiatement. Malgré cela, il a vécu le reste de sa vie avec des séquelles de l'exposition et a fini par mourir à 62 ans, victime de leucémie. L'accident de Dalian aurait dû servir d'avertissement, mais moins d'un an plus tard, un autre physicien allait répéter la tragédie. Le 21 mai 1946, le deuxième accident avec le Demon Core s'est produit. Le protagoniste, cette fois, était le physicien Louis-Alexandre Slotin, un Canadien de 35 ans. Slotin était un scientifique talentueux, mais aussi très audacieux. Il avait travaillé à Chicago au début du projet Manhattan, aux côtés d'Enrico Fermi, en l'aidant à assembler le premier réacteur nucléaire de l'histoire, qui a été mis en service en décembre 1942. Ensuite, il a été transféré à Los Alamos, se spécialisant dans la manipulation des noyaux de plutonium. Il avait tellement d'expérience dans cette pratique qu'on le surnommait l'armurier de la bombe. Ce jour-là, Slotin faisait une démonstration à ses collègues sur la façon de réaliser un test de criticité avec le noyau de plutonium. La méthode était très simple, mais aussi très risquée. Il a placé la sphère à l'intérieur de 2 coquilles de beryllium qui servaient de réflecteurs. Les 2 moitiés étaient rapprochées manuellement et, pour éviter qu'elles ne se ferment complètement, Louis Slotin utilisait un tournevis maintenu entre les 2 hémisphères. C'était une technique appelée de façon informelle « chatouiller la queue du dragon » ou faire des chatouilles à la queue du dragon. Le nom indiquait déjà clairement le risque. Il s'agissait de provoquer une puissance inconnue, dont la nature et la force pouvaient être incontrôlables. Une simple erreur pouvait déjà être fatale. Les règles de l'expérience incluaient l'utilisation de séparateurs entre les 2 hémisphères, mais pour une raison qui lui était propre, Slocion décida ce jour-là que les séparateurs n'étaient tout simplement pas nécessaires. Il manipulait les coquilles avec confiance devant 7 collègues dans la salle, certains d'entre eux étant placés juste derrière Slotin. Mais à un moment malheureux, le tournevis a glissé de sa main. Les 2 hémisphères de beryllium se sont refermés sur le noyau et instantanément, le Demon Core est entré en criticité. Un éclair bleu a de nouveau illuminé toute la pièce et Slotin instinctivement a séparé les 2 moitiés, interrompant la réaction. Mais encore une fois, c'était trop tard. Il avait déjà reçu une dose gigantesque de radiation. Quelque chose comme 1000 rods de neutrons et plus de 100 rods de rayons gamma en moins d'1 seconde. C'est l'équivalent de ce qu'un être humain devrait recevoir en toute sécurité en 10 000 ans. C'était alors la plus forte dose aiguë de radiation jamais enregistrée chez un humain. Slotin a ressenti de la chaleur et des nausées, il s'est immédiatement tourné vers ses collègues et a dit « Je suis mort ». Et il avait grand raison. Slotin a été transporté à l'hôpital de Los Alamos et, pendant les 9 jours suivants, il a lutté contre le syndrome aigu des radiations. Il a souffert de vomissements incessants, de douleurs, d'une chute drastique des globules blancs et a fini par avoir une défaillance multiviscérale. Il est décédé à l'âge de 35 ans, le 30 mai 1946. Parmi les autres présents, on distingue le physicien Alvin Graves, qui a reçu la plus grande dose secondaire, environ 166 rads, et est resté hospitalisé pendant plusieurs semaines. Il a survécu, mais des années plus tard, il a développé des problèmes de santé qui pourraient avoir été la conséquence de cette exposition-là. Cet accident a fortement marqué Los Alamos et la communauté scientifique. C'était la preuve finale que ces expériences manuelles étaient intenables. Et, à partir de là, plus jamais de tests de criticité n'ont été réalisés à la main. Des équipements à distance, des bras mécaniques et diverses protections individuelles sont alors devenus obligatoires. Il est important de se rappeler que Harry Daghlian et Loas Slotin n'étaient peut-être pas seulement des statistiques dans des rapports de radiation. C'étaient de jeunes hommes nommés brillants avec des carrières très prometteuses.
Harry d'Aliançon naît en 1921 dans le Connecticut, fils d'immigrants arméniens. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la physique et a été diplômé de l'université Purdue, étant recruté pour le projet Manhattan en 1944. Il a travaillé sur des calculs théoriques et des expériences de criticité et n'avait que 24 ans lorsqu'il est mort, laissant derrière lui une famille dévastée et des amis sous le choc. Louis Slotin, quant à lui, est né en 1910 à Winnipeg, au Canada. Il était le fils d'immigrants ukrainiens et a obtenu son diplôme en chimie, faisant son doctorat à Londres. Slotin a également travaillé au célèbre laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge au Royaume-Uni et, à Chicago, il a fait partie de l'équipe qui a construit la première pile atomique de l'histoire, le premier réacteur de Fermi, la première réaction en chaîne contrôlée en décembre 1942. Il était reconnu pour sa dextérité manuelle avec les équipements et son courage incroyable à manipuler des matériaux radioactifs. Mais ce courage frôlait l'imprudence. Après sa mort, il a été rappelé comme un héros pour avoir protégé ses collègues dans la salle, mais il a aussi été critiqué pour s'être exposé à des risques inutilement. Tous deux sont devenus involontairement des symboles des dangers de la science nucléaire. Après la mort de Slotin, il est devenu évident que le noyau du démon ne pouvait plus être utilisé dans des expériences de routine. Cette ogive était prévue pour être utilisée lors des essais nucléaires de l'opération Crossroads sur l'atoll de Bikini en juillet 1946. Ce serait le noyau de la bombe Charlie, la troisième détonation après les bombes Able et Baker. Cependant, après l'accident de mai de cette année-là, il a été décidé que le noyau devait être conservé à Los Alamos jusqu'à ce qu'il soit sûr de l'envoyer dans le Pacifique. Mais lorsque l'essai sous-marin Baker a eu lieu le 25 juillet, il a gravement contaminé l'atoll de Bikini et les navires cibles avec un taux de radioactivité extrêmement élevé. Les conditions étaient si dangereuses que le troisième essai, Charlie, a été annulé. Et de cette façon, le Demon Core n'a jamais été détoné. En août 1946, il a été fondu et son plutonium a été recyclé, étant utilisé dans d'autres cœurs de bombes atomiques. L'objet physique, appelé le cœur du démon, a cessé d'exister. Un noyau qui n'a jamais été utilisé en guerre, mais qui a tué 2 hommes et a changé à jamais les protocoles de sécurité nucléaire. Si cette histoire vous a plu, et que vous voulez savoir comment les choses en sont arrivées là, il vous suffit de lire mon livre, L'atome comme arme, une brève histoire du développement et de l'utilisation des bombes atomiques. Dans ce livre, vous comprendrez, dans un langage simple, pédagogique et très direct, comme vous en avez l'habitude ici dans la salle de guerre, comment la science nucléaire, du début du XXe siècle, s'est transformée en bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont fini par mettre fin au conflit. Et si vous souhaitez acquérir votre exemplaire signé, dédicacé, avec une dédicace, n'est-ce pas, de ma part, envoyez simplement un email à saladeguerre@gmail.com avec votre adresse complète et votre code postal. Parce que je vais calculer les frais de port pour que vous puissiez recevoir le livre chez vous, d'accord ? Dépêchez-vous de réserver le vôtre. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la salle de guerre pour tout suivre. Je m'arrête ici, merci encore pour votre attention. Et une grande accolade de la salle de guerre.